Bonjour tout le monde. Donc nous allons attaquer la 28e leçon d'anglais. Juste avant et pendant le match de foot, les demi-finales de la Coupe du Monde, Argentine contre Croatie. Donc voilà. Le match va commencer dans 20 minutes et mon cours dure 35. Peut-être un petit peu moins, faut voir. Alors aujourd'hui, nous allons voir le présent simple. Alors comment se forme le présent simple? Il faut savoir. Attends, j'ai un petit problème. Alors, il faut savoir qu'il y a deux formes de présent en anglais. Et dans cette leçon, nous n'aborderons que le présent simple. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Alors, on forme le présent simple avec l'infinitif nu, c'est-à-dire sans le tout. Donc l'infinitif nu, c'est l'infinitif sans tout. Et celui-ci s'emploie à toutes les personnes, sauf la troisième du singulier. Donc c'est simple. On va prendre justement le verbe to work. Donc, I work. C'est toujours pareil. You work. Alors attention, j'ai dit troisième personne singulier, donc soit I si c'est un homme, she si c'est une femme, it si c'est un objet ou un animal. Attention, it works. Là, le S n'est pas du tout la marque du pluriel. C'est la marque comme quoi on est à la troisième personne du singulier. Et ensuite, nous travaillons, we work, you work, they work. Voilà, tout simplement. C'est hyper simple. Il faut juste faire gaffe ici. Voilà. Mais, ceci dit, vous avez remarqué que la troisième personne du singulier prend un S. Alors, pour des raisons de prononciation, on ajoute la syllabe, c'est carrément une syllabe qu'on ajoute, ES, au verbe. Alors, il s'agit des verbes qui se terminent par la lettre S, par un S suivi d'un H, par un C suivi d'un H, et le X. Prenons par exemple le verbe to wash. On est dans ce cas de figure-là. Donc, quand on mettra... Donc, on dira I wash. Par contre, à la troisième personne singulier, I. On rajoutera, puisque le mot se termine par SH, on rajoutera ES. I washes. Pareil, on va prendre un autre verbe, I teach. Peut-être que j'ai écrit autre. Une minute. J'en prends un autre, le verbe to teach. Par exemple, I teach. Et par exemple, si j'utilise la troisième personne du singulier, ça fera she teach. Et on rajoute ES, parce que c'est un verbe qui se termine par CH.
She teaches. Donc là, on va prononcer is, parce qu'on rajoute une syllabe. Pour les verbes dont l'infinitif nu se termine par un y, la troisième personne se forme avec IES. Donc là, c'est IES. Exemple. I worry. I worry. She worries. Worries. Elle se prononce is. Ah, on ne prononce pas yes. On prononce is. She worries. Donc Y devient, la terminaison devient à la troisième personne singulier et ça se prononce she worries. Il y a une exception, sauf s'il y a une voyelle juste devant le Y. Exemple, I play. Donc là, il y a la voyelle A. Ça devient, quand on passe à la troisième personne singulier, he plays. Là, c'est-à-dire qu'ici, dans ce cas-là, on reprend la normalité. Alors, la règle, comme quoi on ajoute un ES, s'applique également au verbe to go et au verbe to do. Exemple, I go, she goes. Et là, on rajoute she goes. I do, he does. Attendez, j'ai un petit problème. C'est que mon tableau lui bouge. Faut que je le tienne. Donc dans 15 minutes, le match entre Modric et le super joueur de foot argentin, Messi. Et juste après, si j'ai le temps, si ça va pas en prolongation, peut-être que je vais regarder le premier épisode de Game of Thrones. Voir ce que ça donne. Mais je ne sais pas si je pourrais regarder la série entièrement. Puisque sur la chaîne sur laquelle je regarde, elle est disponible que... Je pense qu'il reste plus que 18 jours, un truc comme ça. Et après, j'ai peur que ça parte sur Canal+, où il faut prendre un abonnement annuel. Et là, ça me plaît un peu moins bien, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer pour cette série-là. Soit elle va disparaître... elle va disparaître des chaînes. Et là, il faudra acheter le coffret, je sais pas combien d'euros. Ça coûte au moins, à mon avis, c'est 100 balles le coffret, vu qu'il y a 8 saisons. Ou soit ça va partir sur Canal+, et il faut prendre un abonnement qui dure un an, quoi. Bon, bref. On va parler maintenant de la négation. Donc, pour faire la négation, on utilise do et not. Si on est à la troisième personne du singulier, on dira does not.
Et le do not et le does not se mettent évidemment avant le verbe. Donc do not work, par exemple. Does not work. Alors, je vais vous donner un autre exemple. I work in a bar. Donc, je vais passer à la forme négative. I do not work in a bar. You work in a bar. A bar. You do not work in a bar. They work in a bar. Ça devient they do not work in a bar. À la troisième personne du singulier, on retrouve toujours notre S, le fameux. Mais il se déplace vers l'auxiliaire de négation. C'est-à-dire qu'il va du verbe jusqu'à l'auxiliaire de négation. Exemple, regardez bien. He works in a bar. Là, vous voyez bien qu'il y a un S, puisque c'est troisième personne singulier. On va maintenant mettre à la forme négative. Ça devient he. Does, donc on déplace ici. Work. Donc on ne met pas de S, puisque en fait le S il est là. Ça, bah, c'est ES en l'occurrence. He does, j'ai oublié la négation, not work in a bar. N'oubliez pas ce S terminal. Hein. Après tout, c'est la seule conjugaison que vous ayez à apprendre. Le seul truc que vous ayez à apprendre, c'est ça. Le truc avec les S. Donc, je vais peut-être en faire un autre. He teaches in a school. Négation. He does not teach in a school. Voilà, le teaches, quand on passe à la forme négative, tout simplement. Alors, do not, évidemment, se contracte et ça devient don't. Does not se contracte également. Donc doesn't et ça devient doesn't. Do not, don't. Does not, doesn't. Donc quand vous êtes dans la langue parlée, vous utilisez la forme contractée. Hein. Ça c'est plutôt la langue écrite. Et là c'est la langue orale. Alors maintenant, on va parler de l'emploi du présent simple. Le présent simple s'emploie pour décrire des actions habituelles ou répétées. Exemple, nous nous levons tard le week-end.
C'est-à-dire que tous les week-ends, on se lève tard. Donc c'est quelque chose qui est répété tous les week-ends. Donc présent simple. Donc nous nous levons tard le week-end. We get up. Get up, ça veut dire se lever. Hein. We get up late at the weekend. Un autre exemple. Elle aime son travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est permanent. Tant qu'elle fait ce travail-là, elle va aimer. Donc en ce moment, constamment, elle aime son travail. Donc là, c'est pareil, c'est présent simple. She likes, donc S, pourquoi? Parce que c'est troisième personne singulier. She likes her job. Après, ça peut changer. Il peut très bien se passer quelque chose qui fait qu'elle va plus du tout aimer son travail. Mais pour l'instant, elle l'aime. Et c'est quelque chose qui est valable jusqu'à nouvel ordre, quoi. Donc, présent simple. On utilise également le présent simple pour des états de fait. Salford, par exemple, si je dis que Salford est près de Manchester, c'est ça un état de fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est. C'est comment on n'est pas dans l'hypothèse, on est dans le concret là. Salford is near Manchester. Donc on fait un constat, on constate que Salford est près de Manchester. Ça c'est une vérité absolue. Enfin voilà. Salford is near Manchester. Ça peut être aussi il pleut toujours en mai. Donc j'ai constaté qu'il pleut toujours en mai. C'est comme ça et on ne peut rien changer. Donc it always rains. Donc n'oubliez pas le S parce que c'est it, troisième personne singulier. In May. Voilà. Et bon, on suppose qu'il y a d'autres emplois. De toute façon, généralement, s'il y a le mot always, vous pouvez être quasiment sûr que c'est un présent simple. Alors, il existe un autre temps présent que nous verrons dans pas très longtemps. Ce deuxième temps présent décrit des actions qui sont en cours au moment où l'on parle. Par exemple, je vais prendre un dé. Alors, par exemple, si je dis je joue au dé, ben c'est en ce moment que je joue au dé. Donc là, ça va être l'autre. On va utiliser l'autre présent. Voilà. Par contre, si je dis toutes les semaines je joue au dé, là, ça va être le présent simple. Puisque je vais décrire une habitude. Maintenant, on va parler de la négation. Alors qu'en français, on exprime la négation avec deux termes négatifs qui sont ne et plus loin pas. Alors, je vais donner un exemple. Je ne mets jamais
les clés dans ma poche. Poche. Je ne mets... Alors là, ça peut être ne pas ou ne et plus loin jamais. Hein. Donc là, on a le premier terme de négation et là, on a le deuxième. L'anglais se contente d'un seul. On y va. I never put the keys in my pocket. Vous voyez là, il y a ne, jamais. En anglais, on retrouve que le jamais. Et pas d'autre. Il n'y en a qu'un. Parce que là c'est le verbe, puis là, c'est la suite de la phrase. Hein. Donc en français, on a ne plus loin pas ou ne plus loin jamais. Donc je ne mets jamais les clés dans ma voiture, dans ma poche. Donc le ne et le jamais, les deux, se traduisent par never. Et le never se place avant le verbe. Alors, de même, les mots qui sont dérivés de some et de any. Alors, nous avons par exemple somewhere, anywhere, something, anything. Doivent être mis à la bonne forme dans un énoncé négatif ou interrogatif afin qu'il n'y ait pas deux termes négatifs. Alors pour éviter qu'il y ait deux termes négatifs, il faut bien sûr les mettre à la bonne forme. C'est ça le but du jeu. Exemple. Je n'ai rien à manger. I haven't got. Alors, quelque chose se dit something, donc rien se dira anything. Anything to eat. Et ici, on n'aura qu'un seul terme négatif, qui sera haven't. Sinon, on sera avec something, on sera obligé de mettre not, et c'est pas possible. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que le something devient anything. Je ne les trouve nulle part. Allez, c'est parti pour raconter une Croatie. Je ne les trouve nulle part. I can't find, donc le terme négatif il est là. I can't find them. Alors, somewhere. Somewhere, c'est pour quelque part. Et si je veux dire nulle part, je dirais anywhere. En fait, il ne faut jamais mettre deux négations ensemble. Une phrase ne contient jamais deux négations. Donc vous ne direz pas I haven't got no something. Parce que là, il y aurait deux négations. Vous direz simplement I haven't got anything. Voilà.
These et vous. Alors, je fais un petit rappel avec this et that. Alors, this, celui-là, désigne un objet qui se trouve près du locuteur. Et that désigne un objet qui est plus distant. Au pluriel, en fait, this devient these et that devient vous. Voilà, tout simplement. Singulier, pluriel, singulier, pluriel. Donc là, ces deux-là, on est proche du locuteur. Donc le locuteur est là. L'objet se trouve là, donc this et these. Par contre, si l'objet se trouve ici, donc le locuteur est là, on dira that pour le singulier et vous pour le pluriel. Ça correspond à celle-ci et celle-là, en français. Donc, exemple, ou ceci. Celles-là sont mes clés, et non, je recommence. Celles-ci sont mes clés, donc c'est ce qui se trouve. Celles-ci sont mes clés, et si les clés sont tout là-bas, je dirais, celles-là sont tes clés. Celles-ci, celles que j'ai dans les mains, sont mes clés. Et celles-là, celles là-bas, sont tes clés. Donc en anglais, ça donne These are my keys. And those, donc là-bas, and those are your keys. Celle-ci, celle-là. Alors évidemment, c'est toujours le même mot, même si par exemple je dis ceci. Il y a ceci et cela. En fait, il est invariable. Là, c'est parce que les clés sont féminins, c'est pour ça qu'on traduit par celle-ci. Celles-ci, par exemple, sont mes voitures. Non, les voitures, c'est féminin. Mes chaussures, je cherche un autre, je cherche un mot. Un stylo. These are my pen and those are your pens, pens plutôt. These are my pens and those are your pens. Ceux-ci sont mes stylos et ceux-là sont tes stylos. Voilà. Visez-vous, c'est invariable. Il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin. Comme vis et vat d'ailleurs. Alors maintenant, nous allons voir les pluriels irréguliers. Alors nous savons qu'en règle générale, le pluriel des noms communs se forme tout simplement en ajoutant un S. C'est plus facile qu'en français. Par exemple, a teacher, je vais mettre au pluriel, ça devient teachers. A school, ça devient au pluriel schools. Schools. Nous savons aussi que certaines terminaisons exigent un E devant la lettre S. C'est exactement le même que tout à l'heure. Vous vous souvenez quand on avait vu la troisième personne singulier pour le présent simple, c'est exactement pareil. Donc,
c'est devant, pour les mots qui se terminent par S, parce que forcément, si le mot se termine par S, on va pas doubler le S, hein. Ça marche pour les mots qui se terminent par SH. Ça marche pour les mots qui se terminent par CH. Et pour les mots qui se terminent par un X. Par exemple, sandwich. Un sandwich. Au pluriel. Alors, c'est un mot qui se termine par CH. Ça veut devenir sandwiches. Sandwiches. Alors, il faut savoir qu'avec ces noms d'emprunt, en français, on ignore cette règle. En effet, en français, on dira des sandwichs. Donc, il faut faire gaffe. La règle n'existe pas en français quand on dit des sandwichs. On ne dit pas des sandwiches. De plus, les noms qui se terminent par Y, c'était sûr qu'on allait y venir. Bah, c'est comme pour la troisième personne singulier du présent simple. Le pluriel devient IES. Sauf, on l'a vu tout à l'heure, si le Y est précédé d'une voyelle. Exemple, city devient cities. Donc attention à la prononciation aussi, hein. On dira is. City, cities. Mais si par exemple le mot c'est qui, et ben rajoute un S, ça fait keys. Keys. Parce que pourquoi? Il y a une voyelle devant le Y. Mais évidemment, sinon ça serait pas du tout marrant. Il y a des pluriels qui sont irréguliers. On en connaît déjà certains, parce qu'on en a vu certains. Par exemple, le pluriel de child, ça veut dire un enfant. Children. Child, children. Les enfants. Alors, on va en voir trois nouveaux. Trois mots qui contiennent un pluriel irrégulier. A foot, qui veut dire un pied. Un pied, a foot. Si on veut dire des pieds, les pieds, on dira feet. A foot devient fit. Là, justement, le foot, ça passe à la télé. Pour l'instant, il est 0-0. A tooth. A tooth. Le pluriel, donc pour dire des dents, pour dire les dents, on dira teeth. Mais une dent se dit a tooth. Teeth, c'est pour désigner l'ensemble des dents. A wife, une épouse. Pour dire des épouses, les épouses, on dira wives. Le F se transforme en V. Allez, encore un autre. A penny, un penny. C'est une pièce de monnaie, hein. Ne pensez pas à autre chose. Devient pence. Alors, il faut savoir qu'un penny correspond à 1 centième d'une livre sterling. Comment se fait le schéma de la livre? Un truc comme ça, hein. 1 centième d'une livre sterling. Bon, ça correspond, c'est comme nous, si on disait 1 centime d'euro, hein. Un penny, c'est 1 centime d'euro. Sauf que
Sauf que c'est des livres sterling. Alors, les quelques autres formes irrégulières sont plutôt dérivées du grec ou du latin. On les verra en temps voulu. Allez, on va s'arrêter là. Donc demain, on continuera la 28e leçon. Et là, je vais mettre le match de foot. Il n'y a pas eu de... Ah, c'est un visage, j'arrive pas à monter le son. Il y a un truc. La télécommande qui... Ah, ça c'est pas mal. Eh ben, j'ai un problème de télécommande. Bah. J'ai un petit problème de télécommande en fait. Elle fonctionne plus. Ah bah ça c'est... Bah j'ai plus de son. Bah je pense que mes piles sont mortes, mais... Ah bah ça c'est... Bien vu, j'ai plus de son. Bah voilà, la pale... Voilà, je suis comme un con. Hein. J'espère qu'il bah, j'espère qu'il y a un truc derrière la télé pour monter le son. Je peux plus éteindre ma télé. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas ou quoi là? Ah c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais quelque chose me dit que la panne va revenir et qu'il va falloir que j'achète des piles. Hein. Si c'est ça le problème. Hein. Allez, ciao. Et à demain. Juste avant le match de l'équipe de France contre le Maroc.